Quel bonheur, quel honneur de monter sur scène après tous ces gens à la pointe de leur domaine. Dites-moi, dans la salle, qui compte bien demain être à la pointe de son domaine? Levez la main si vous voulez. N'ayez pas peur. Super, excellent, génial. Maintenant, une question un peu plus délicate, voire embarrassante. Qui, aujourd'hui, est obsolète? Oh, on sent le malaise, tout le monde n'ose pas lever la main, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de lever la main. Je pense que je ne suis pas le seul dans la salle à avoir laissé périmer quelques-unes de mes compétences, à avoir arrêté de les mettre à jour. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous culpabiliser, peut-être un peu pour vous provoquer, mais en tout cas pour attirer votre attention sur un phénomène qui nous touche tous, l'obsolescence des compétences. Et si vous êtes dans ce cas, il faut que je vous présente quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Edwin, le génie de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, c'est notre jour de chance parce que Edwin nous invite tous à choisir une compétence, n'importe laquelle, et il nous la transmettra instantanément et à un niveau de maîtrise extraordinaire. Alors, dans la salle, qui sait déjà ce qu'il ou elle demanderait au génie de la formation professionnelle? Qui a déjà une idée? Ok, on est quelques-uns. Donc, gardez cette idée en tête, et pour les autres, prenez bien le temps de réfléchir. Moi aussi, je prends bien le temps de réfléchir. De quelles compétences auriez-vous le plus besoin aujourd'hui pour vous créer la carrière, et par extension, le futur de vos rêves? Alors, si on posait cette question aux générations précédentes, celles qui ont grandi dans l'ère industrielle, mais la question serait légèrement plus simple. À l'époque, les trajectoires de carrière, oui, c'est une trajectoire de carrière, étaient relativement rectilignes. C'est-à-dire qu'on passait un premier quart de sa vie à s'éduquer et à apprendre un métier, la moitié suivante à exercer ce métier et le temps restant à profiter d'une retraite bien méritée. Ce schéma était simple, rassurant et respectable, mais malheureusement révolu. Aujourd'hui, nos trajectoires de carrière, elles ressemblent plutôt à ça. Les technologies de l'information nous ont propulsés dans une nouvelle ère. On parle de transformation numérique de l'économie. Celle-ci impose une métamorphose du marché de l'emploi et déraille quelque peu nos trajectoires de carrière. À côté de ça, des innovations de rupture détruisent des industries entières en très peu de temps. Des métiers disparaissent, d'autres apparaissent, et tous sont impactés de plus ou moins près. D'après une étude de McKinsey, qui est un brin anxiogène, ce serait entre 400 et 800 millions d'emplois qui seraient supprimés d'ici 2030. 60% des métiers qui vont les remplacer n'existent pas encore. Et pour ceux qui entrent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, ils peuvent s'attendre à avoir en moyenne 15 carrières. Alors, tout ça, ça complique un peu la question que nous pose le génie et de qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Dans ce nouveau schéma, la seule constante finalement, c'est le changement. Et il n'y a pas que les chauffeurs de taxi, de poids lourds, les caissiers qui sont affectés. En fait, l'automatisation et de la robotique peuvent affecter n'importe quel métier, du télémarketeur au notaire, en passant par les intermédiaires de l'immobilier, du voyage, de la banque, de l'assurance, de la logistique. La liste est longue. Alors donc, la question se complique. Pourquoi investir du temps dans une compétence ou un métier si celui-ci est en voie d'extinction? La question est très compliquée, mais pour autant, il ne faut pas se paralyser. Ceux qui ne continuent pas de se former, de s'adapter, vont de plus en plus rapidement être laissés en marge ou sur le bas-côté, avec des qualifications pour des métiers qui n'existent plus. Ça a déjà créé des crises sociales, ça continue d'en créer, et si celles-ci se multiplient, ça pourrait même déstabiliser nos sociétés. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Moi, je suis ni économiste, ni sociologue. En fait, je suis designer pédagogique. Comme le génie, je travaille dans la formation professionnelle. Je travaille chez Open Classrooms dans les technologies de
l'éducation. Et j'ai la chance inouïe, et peut-être éphémère, de vivre de ma passion et de ma mission, qui est de contribuer à accélérer la transformation numérique, non pas de l'économie directement, mais bien de la formation professionnelle, justement pour nous préparer à relever ensemble ces défis sociétaux. Alors, pour vous rassurer, je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls à plancher sur ces questions qui sont gigantesques, qui nous dépassent. Nous sommes tout un écosystème qui essaie de proposer des solutions innovantes qui prennent des formes diverses et variées. Saviez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, vous pouviez apprendre un métier en ligne depuis votre ordinateur et obtenir un diplôme reconnu par l'État? Saviez-vous que vous pouvez faire vos contrats d'alternance, vos contrats pro, entre l'entreprise et votre ordinateur? D'autres acteurs sont aussi dans ce domaine-là. Ils ne sont pas forcément en ligne. Il y a de nouveaux formats qui apparaissent, des formats accélérés, on appelle ça les bootcamps. Les écoles et les universités, elles aussi, commencent à réussir brillamment à intégrer ces nouvelles modalités dans des cursus hybrides, mêlant présentiel et distanciel, et tout ça pour permettre à quiconque de se lancer, se reconvertir ou évoluer dans un métier tout au long de sa vie, dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans devoir mettre sa vie entre parenthèses ou se mettre en difficulté financière. Alors, toutes ces initiatives dont je vous parlais, elles sont de succès retentissants pour certains types d'apprenants, les plus autonomes en fait. Et pour les autres, elles continuent de poser beaucoup de difficultés. Alors, pour sensibiliser les publics francophones, pour les aider à aborder cette nouvelle posture d'apprentissage qui est nécessaire pour ces nouveaux formats, eh bien, il y a quelque temps, j'ai créé un cours en ligne, plutôt un atelier pratique en ligne, ouvert à tous et diffusé massivement, qui permet donc de réapprendre cette posture d'apprentissage, de se définir une stratégie d'apprentissage, de se créer un plan d'apprentissage, et enfin de s'initier à l'apprentissage accéléré. Depuis, je suis heureux et ému de recevoir des messages de gens de tout âge, de tous horizons, que ça a pu aider à rebondir ou à changer de vie. Donc, je discute avec des vendeurs en magasin, devenus webmarketeurs, une boulangère, devenue chef de projet digital, un artisan, devenu développeur, ou encore un webmaster, devenu data analyst. Autant d'exemples de gens qui ont su adapter cette posture et rebondir dans ce nouveau paradigme. Aujourd'hui, je ne vais pas vous refaire l'atelier en 10 minutes, je n'ai pas le pouvoir d'instantanéité du génie. Par contre, j'aimerais partager avec vous la synthèse de ce que j'ai appris en m'apprenant et en apprenant à mes apprenants comment apprendre à apprendre. Alors, pour simplifier tout ça, on pourrait résumer les facteurs clés de succès et les attitudes élémentaires d'une bonne posture d'apprentissage en 5 règles. Appelons-les les 5 RE pour la mnémotechnique. J'espère qu'elles vous aideront à aborder votre futur professionnel avec plus de facilité. Alors, la règle numéro 1, c'est la responsabilité. Apprendre est un verbe d'action, une action que nous faisons pour nous-mêmes et pour le bien commun, en opposition à une action qui nous est faite. On ne sait pas très bien comment. On ne peut donc plus être seulement objet de cette action, nous devons être son sujet. À nous donc d'adopter une responsabilité personnelle et collective pour aller au-delà des apprentissages qui nous sont prescrits, pour aller vers plus d'autonomie, d'autodirection et de proactivité. Construisons tous notre propre plan d'apprentissage personnalisé. Autrement dit, faisons de notre formation professionnelle une affaire personnelle. Mais prendre les choses trop personnellement, ça comporte des risques. Quand on s'engage émotionnellement, eh bien, on se rend vulnérable. L'échec scolaire ne fait pas de cadeau chez les enfants, il fait des ravages chez les adultes. Alors nous allons avoir besoin de résilience pour avoir la confiance d'aller nous frotter aux difficultés désirables qui nous attendent et dont nous avons tant besoin. Nous allons avoir besoin de résilience pour pouvoir rebondir lorsque les temps seront durs. Nous allons avoir besoin de résilience pour rester ferme dans notre direction, mais flexible et adaptif dans notre approche. Ensuite, nous aurons besoin de ressources et d'ingéniosité
pour apprendre à apprendre et pratiquer intelligemment, délibérément, en faisant des choses réelles qui créent de la valeur pour quelqu'un. Fini l'apprentissage in vitro. Nous devons apprendre à identifier des opportunités d'apprentissage dans notre quotidien et à sélectionner et user des bonnes ressources pour s'en saisir. Parmi ces ressources, ne négligeons pas les ressources humaines. Par ça, je parle des communautés d'apprentissage qui se créent autour de chaque sujet d'étude. Quand je parle d'apprentissage en ligne, avec des professionnels ou d'autres, on me dit souvent que l'apprentissage en ligne est quelque chose de solitaire. Aujourd'hui, se connecter à des communautés de pratique, à des réseaux d'apprentissage, est devenu tellement accessible, mais pas facile, que la solitude est devenue plus un choix qu'une réelle contrainte. Et un mauvais choix, si vous me demandez mon avis. Allons donc à la rencontre de nos pairs, apprenons d'eux, et ensuite devenons pour quelqu'un d'autre le mentor que nous aurions rêvé d'avoir lorsque nous-mêmes nous débutions. Enfin, le sujet de la reconnaissance est plus important que jamais. Reconnaissance d'abord de notre niveau de compétence auprès de notre écosystème, à l'heure où notre avantage compétitif viendra de plus en plus d'apprentissage autonome et informel, sans autorité de certification, eh bien, les parcours de très longue durée et les années d'expérience professionnelle, vu que les métiers changent, deviennent des proxys de moins en moins fiables pour les recruteurs. Nous nous retrouvons donc avec une responsabilité de documenter et de démontrer ce que nous apprenons pour pouvoir en apporter des preuves tangibles. Reconnaissance aussi envers ceux qui nous offrent des opportunités d'apprentissage. Alors, comment dire ça sans remercier Mathieu Nebra, Pierre Dubuc, tous mes collègues et tous ceux qui m'ont appris quoi que ce soit, et bien sûr l'équipe Paris Descartes pour nous avoir offert à tous cette opportunité d'apprentissage. Je vais me permettre de détourner respectueusement la phrase célèbre « je pense, donc je suis » pour vous inviter à vous l'approprier comme « j'apprends, donc je suis ». J'apprends du verbe « être », parce que nous sommes ce que nous savons et nous devenons qui nous sommes au fil des apprentissages, mais aussi j'apprends donc je suis du verbe suivre, parce qu'il n'y a qu'en adoptant une posture d'apprentissage constante que nous pouvons suivre et rester dans la course, dans cette transition économique. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce discours, c'est que votre outil le plus précieux contre l'obsolescence des compétences, c'est votre capacité d'apprentissage. Celle-ci n'est pas figée à la naissance, elle se développe. En fait, c'est une compétence clé qui peut vous ouvrir les portes de n'importe quel domaine tout au long de votre vie, que ce soit pour votre épanouissement professionnel ou personnel. Alors, si un jour vous rencontrez un gigantesque génie bleu, un chargé de ressources humaines, un mentor ou un parent et qui vous demande « qu'est-ce que vous voulez apprendre ?», dites-lui « j'aimerais apprendre à apprendre » et c'est comme si vous aviez fait le vœu de faire autant de vœux que vous le voulez. Merci.